Merci à vous pour votre venue. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à l'immobilier pour Swiss Life Asset Managers France. Je me présente tout d'abord, donc Louis Renaud Margeran, je suis product spécialiste pour Swisslam. Écoutez, je m'occupe effectivement de la distribution des fonds immobiliers. Nous avons souhaité aujourd'hui ce webinaire sur le thème de nos fonds immobiliers, tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde en sortie de confinement, et bien évidemment, plein de questions se posent concernant la tenue des fonds immobiliers. En termes d'organisation, donc j'ai souhaité que Béatrice Gage soit présente pour vous apporter son éclairage macroéconomique sur l'immobilier. Je rappelle que Béatrice Gage est directrice de la stratégie et de la recherche économique au sein de Swiss Life Asset Managers. Et puis je rappelle aussi qu'elle exerce d'autres fonctions au sein de l'IEIF comme senior advisor. Donc elle pratique souvent des recherches stratégiques aux côtés d'un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Joffleur. Et donc elle va nous apporter aujourd'hui toute sa connaissance et toute son analyse sur la macroéconomie immobilière. En deuxième partie de webinaire, je reprendrai la parole pour vous parler de nos deux solutions immobilières, en l'occurrence l'OPCI Dinapierre, que vous connaissez bien, et puis la SCPI Pierre Capital, pour vous tenir informé de la gestion pendant effectivement cette période compliquée qu'ont été les 3 derniers mois pendant le Covid-19, et puis pour essayer de vous donner les perspectives effectivement de notre gestion sur les prochains mois et sur les prochaines années, en fonction bien sûr de la stratégie que nous édictera Béatrice. Voilà. En termes d'organisation, ce que je vous demanderai, c'est simplement de bien... Nous allons faire 2 séances de réponse aux questions. Après l'intervention de Béatrice, nous ouvrirons les questions-réponses. Je vous demanderai de consacrer ces questions uniquement à la partie plutôt macroéconomique. Et puis, il y aura une deuxième partie de questions-réponses à l'issue de mon intervention sur les produits. Ce que je vous demanderai, c'est de bien utiliser, non pas les questions, mais de bien utiliser le chat pour poser vos questions, tout simplement, afin que je puisse les visualiser. Voilà, donc je vais passer pour une intervention de 20-25 minutes environ la parole à Béatrice Gage. Je vous remercie d'être avec nous. Béatrice, je te laisse la parole. Je t'en prie. Merci beaucoup, Louis Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai le plaisir de partager les analyses que nous avons faites aujourd'hui. Et Louis Renaud vous présente l'agenda que nous avons préparé ensemble. Et en fait, j'avais une mission très directe, cahier des charges de Louis Renaud. En fait, il souhaitait que nous répondions à 3 questions aujourd'hui. La première, c'est où vont les valorisations en immobilier et de manière à la fois sectorielle et géographique. Donc, c'est un challenge, on va voir ça ensemble. La deuxième question, quels sont les risques locatifs? Peut-on les quantifier, notamment pendant les 2 mois de confinement, et que dire au niveau de la reprise à partir du 11 mai sur les différents secteurs, aussi d'un point de vue valorisation et d'un point de vue locatif en tant que tel. A-t-on des indicateurs tangibles? Est-ce qu'ils sont quantifiables pour étayer, bien entendu, nos propos? Et enfin, en regard de ces analyses, quelles sont nos perspectives à moyen terme, compte tenu de l'amplitude de choc attendue, puisque, a priori, en France, mais aussi dans le monde, nous allons avoir un choc récessif extrêmement important qui est de l'ordre du jamais vu. Donc, ce que je vais proposer, c'est que Louis Renaud passe la deuxième slide. Voilà. Alors, j'ai décidé d'être un petit peu provocative. Je vais parler des marchés finalement directs, de l'immobilier direct via des fonds, en regardant une batterie d'indicateurs et en faisant référence aussi au marché boursier, parce qu'il est très important en période de crise qu'on puisse finalement intégrer dans l'analyse tous les signaux possibles, à savoir des signaux en indicateurs réels et économiques, mais aussi des indicateurs, ce qu'on appelle à haute fréquence, notamment les secteurs émanant du secteur boursier. Donc, on le sait, l'impact du Covid a été relativement violent. Je vais pas revenir sur tout ce que vous savez déjà. Il y a eu un choc d'offres, un choc de demande sur tous les marchés. Et ce que j'ai voulu ici signifier par ces 2 graphiques, à la fois sur la droite et à la fois sur la gauche, c'est que ce choc a signifié une recorrélation brutale de tous les marchés. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête, recorrélation brutale, c'est-à-dire qu'on est passé finalement de corrélation, on va dire, entre 0 et moins de 1 à une corrélation parfaite de 1 sur tous les marchés. Marché action, marché du crédit, marché de l'immobilier coté et marché de l'immobilier direct. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le fameux
confinement, tout s'est arrêté, les bureaux ont été fermés, l'hôtellerie, les commerces, tous les secteurs. C'est ça ce qu'on appelle la recorrélation brutale. C'est qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire, l'immobilier direct a dû faire face finalement à un risque extrême avec une diffusion qui a été immédiate du jour au lendemain. Tout s'est arrêté. Et ça, c'est la première fois, c'est historique. Donc, on sait bien en général que sur le long terme, il existe une très faible corrélation entre l'immobilier donc direct, l'investissement tel que l'on l'entend hors marché, et les autres classes d'actifs, et que cette corrélation, elle peut être négative. Donc, c'est la raison pour laquelle l'immobilier, il est toujours considéré comme étant diversifiant dans un processus d'allocation d'actifs, que ce soit pour les institutionnels, mais aussi, bien entendu, pour les épargnants. Et en plus, en général, quand il subit l'onde de choc des marchés ou alors une onde de choc par rapport à un choc économique standard, cette onde de choc, en général, elle est plutôt amortie comparativement au marché boursier. Finalement, elle arrive avec moins de violence. Donc ça, c'est important. Là, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a une recorrélation qui est géographique, c'est le graphique de droite, encore Louis Renaud, où finalement, sur toutes les géographies du monde, en Europe, mais aussi dans les villes, on a exactement le même phénomène, il n'y a pas de décalage dans le temps, et il y a aussi une recorrélation sectorielle, puisqu'encore une fois, ce ne sont pas les secteurs les plus cycliques par rapport à l'activité économique qui ont été frappés, ce sont tous les secteurs dans leur ensemble, hors secteur à variable, on va dire, démographique. Donc, cette illustration, cette recorrélation, pardon, elle est illustrée par les marchés cotés, même si nous parlons de marchés directs. Alors, sur ce que vous voyez sur ces graphiques-là, et c'est important pour ce qu'on va dire ensuite pour l'immobilier en tant que tel, bien entendu, j'ai pris les marchés de l'immobilier coté ici, pour faire le parallèle avec les marchés de l'immobilier direct. On a observé un rallye, en général, des marchés boursiers depuis quelques semaines aux États-Unis, mais un peu partout aussi en Europe. Et ce rebond, finalement, des bourses et le sentiment des marchés, il est probablement différent du sentiment qu'on peut avoir dans l'économie réelle, et c'est la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de questions en immobilier. Bien entendu, il y a beaucoup d'arguments qui expliquent cette remontée des bourses, que le pire est passé sur le plan sanitaire, mais pas seulement. Très importante, il y a une crise de liquidité qui a été évitée, donc ça c'est important. Vous le savez, il y a une injection considérable qui a été faite par les banques centrales. Le soutien monétaire, et ça c'est important pour ce que je vais dire pour la suite, il a été approprié dans un premier temps et ensuite il s'est poursuivi par une deuxième vague. En termes aussi de timing, c'est très différent par rapport à ce qu'on avait observé en 2008. Et ce qu'on a voulu, c'est éviter un choc systémique de tous les marchés, et pour l'instant, on y a réussi. Il y a eu aussi un soutien fiscal abondant, ça aussi, on va voir comment finalement c'est important d'en tenir compte pour l'immobilier. Et les mesures d'endiguement, elles ont été en moyenne dans les pays développés, notamment en France, à hauteur de 20% du PIB, et on estime que c'est suffisant. Bien entendu, le mécanisme d'endiguement repose sur une forme, un stimulus fiscal et de la création monétaire. On pourra y revenir peut-être dans les questions-réponses. Dans la sphère de l'économie réelle, là aussi, plus particulièrement en France et en Europe, il y a finalement un éventail de mesures qui a été mis en place pour absorber le choc de la crise sanitaire, en soulageant la trésorerie des entreprises, encore une fois très important pour l'immobilier, le chômage partiel très important de manière indirecte pour l'immobilier, dont tout cela a été indirectement finalement bénéfique pour nos secteurs. Donc, toutefois, malgré la reprise des bourses, on peut être un peu circonspect, et donc c'est la question de Louis Renaud, où on en est sur les valorisations. Donc, comme les premières craintes continuent de s'exprimer et de manière légitime, finalement, ce qu'on va faire, et qu'on n'a jamais observé un tel choc, on va faire appel à ce qu'on appelle en général la prime de risque, et on va essayer de mesurer finalement l'impact sur les valorisations via la prime de risque. Et je vais passer à une slide numéro 2. Voilà, pour avoir un discours et un diagnostic vraiment tangible et pertinent. Donc là, je vous ai tout simplement mis la prime de risque sur longue période, qui est la différence entre les OAT, Bureau Paris Prime, QCA, et l'écart de taux de capitalisation et le taux d'intérêt, cette fois-ci réel des OAT 10 ans, donc le taux nominal moins l'inflation. J'ai pris ça sur une longue période, depuis 1996, donc après l'union économique et monétaire. Ça ne sert à rien de monter au-delà. Au contraire, il y a eu des changements structurels importants dont il faut prendre en compte. Pourquoi je prends le marché Prime QCA? Pas seulement parce que c'est le marché finalement où il y a le plus d'exposition en général
au niveau de tous les fonds immobiliers, et parce que c'est le marché le plus liquide, donc c'est là où en fait on voit les réactions de manière relativement vite, voilà, et avec le plus de données historiques. Voilà. Mais aussi parce qu'on peut simuler les chocs à partir du moment où les données historiques sont suffisamment longues. Donc, avant la crise, comme vous pouvez le voir sur le graphique là, donc vous voyez qu'il y a une espèce de volatilité très importante. J'ai identifié par différentes flèches le fait que pendant les grandes crises qu'on a connues, donc dans celles des années 90, mais aussi en 2007, finalement, avant la crise, la prime de risque était bien descendue. Elle était passée en fait sous un fameux tunnel. Donc, le fameux tunnel, c'est tout simplement la moyenne de la prime de risque sur longue période, 3%, plus un écart de la volatilité ou moins un écart de la volatilité. Et l'idée qu'il faut se fixer, c'est qu'en général, quand on est dans ce tunnel, finalement, on peut absorber les chocs. Mais ce n'est pas tout, c'est trop facile de dire ça. Donc, voilà pourquoi je vais insister là-dessus. Avant la crise, on sait que la prime de risque était de 4%. Et c'est ce que tout le monde avait en tête. On se disait, bon, ben, finalement, cette prime de risque, elle est suffisamment confortable. Et c'est aussi une des raisons, ce n'est pas la seule, bien entendu, pour laquelle l'immobilier a continué d'être attractif et qu'on a vu encore plus de capitaux se déployer sur l'immobilier. Donc, il y a une raison de taux, mais il y a aussi la notion de finalement la prime d'illiquidité telle qu'elle était portée par l'immobilier, était suffisamment bien rémunérée. Et puis, il y a eu la chute brutale, finalement, ou l'arrêt brutal du confinement le 17 mars, et il y a eu finalement ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé un effet sidération, aussi au niveau finalement de la communauté des experts, parce qu'on ne savait pas, enfin, je ne suis pas experte, mais l'idée quand on discutait avec eux, c'est qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et l'effet sidération, ça a été de se dire, ben, on ne fait rien, on n'a pas de visibilité, on ne fait rien jusqu'à la fin du mois de mars. Et là, il ne s'est rien passé sur les valorisations. Parce qu'en fait, il n'y avait pas non plus un signal émanant du marché, et notamment celui de la transaction, cette fois-ci, qui pouvait permettre d'aller dans un sens ou dans un autre. Il n'y avait pas eu de signaux extrêmes de vente forcée, par exemple, qui auraient pu faire penser qu'il y avait une décompression des taux qui était massive. Même si, effectivement, j'allais dire, dans les antichambres, on n'avait jamais connu ça et on se disait, mais où vont aller les taux? Donc ça, c'était vraiment, j'allais dire, la question existentielle qu'on s'est posée pendant le confinement. Après, il y a eu le mois de mars, il y a eu avril, il y a eu le mois de mai. On a regardé les transactions. Ce qu'on a pu observer, donc ce que je vais dire pour Paris, la France, c'est aussi un peu vrai. C'est vrai totalement d'ailleurs sur ce qui s'est passé en Europe, puisque j'en ai discuté avec mes collègues qui sont un peu partout disséminés en Europe. Il y a eu au niveau des transactions, on s'est aperçu qu'il y a eu moins de transactions, mais qu'elles se sont poursuivies et que finalement, les taux sont restés encore sous des seuils de 4%. Il n'y a pas vraiment eu de décote, très minimale, et le segment parisien comme proxy du marché et des autres secteurs, finalement, il est bien tenu. Après, ce qu'on a quand même fait, c'est qu'on a décidé, j'ai regardé un peu ce qui s'était passé sur des données mensuelles traquées par le marché, notamment sur les données MSCI, sur le marché londonien, qui est toujours en avance, pour savoir si là, il y avait une décompression des taux. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la transaction qui sont enregistrées par les brokers. On va vraiment regarder le benchmark et on va voir comment il a bougé. Ben, finalement, il y a eu très, très peu de changements. 25 points de base et quasiment rien sur certains secteurs. Donc, pour le marché qui est le plus liquide et qui sert aussi de proxy, on se dit, bah, il ne s'est rien passé chez nos amis britanniques non plus. Donc, finalement, c'est plutôt pas mal. Il y a déjà là des indicateurs qui vont converger dans le même sens. Après, ce qu'on s'est quand même dit, c'est on s'est dit, on va faire quand même une forme de stress test sur la prime de risque. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté en slide d'avant les fameux marchés boursiers. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a finalement des foncières, notamment en France, qui ont un patrimoine qui est représentatif du QCA, donc pour essayer de calculer la prime de risque, d'accord, parce que les marchés cotés, encore une fois, réagissent en temps réel, on a des fréquences journalières, donc c'est un bon indicateur, et on s'est dit, on va, via la baisse des cours, calculer une hausse du taux de capitalisation implicite et on va la retranscrire sur le marché direct. Donc, pour faire simple, quand on regarde par exemple une foncière comme Gecina, on se dit le marché price finalement une hausse du taux de cap de 60 points de base. Donc, je ramène ça dans la sphère de l'immobilier direct et je regarde la conséquence. Ben, ça voudrait dire que le fameux coussin de 4% que j'avais tout à l'heure dont j'ai parlé, qui est là visible sur le graphique et toujours dans le tunnel, il serait passé de 4 moins 60 points de base à 3,4%. Donc, on est toujours dans le tunnel. Bon. Finalement, 3,4, c'est aussi
au-dessus de 3%. Mais vous allez me dire, ben, finalement, ça veut dire qu'on avait 100 points de base avant la crise. Mais les 100 points de base avant la crise, il faut bien se dire ce que c'était. C'était en fait une forme de matelas qui était potentiellement important pour se prémunir contre éventuellement une normalisation de la politique monétaire, contre une hausse des taux. Donc en fait, les agents investisseurs avaient mis cette forme de matelas, de provision pour se prémunir contre une hausse des taux, d'accord? Puisqu'encore une fois, dans le cash flow, on imagine bien que même si à court terme, il n'y a pas de hausse des taux, on imagine bien qu'à un moment, ça va revenir. Donc, en fait, on imagine que les investisseurs ont pris 100 points de base pour que ce soit finalement intégré dans le taux d'actualisation des cash flows et que finalement, on reste confort avec ça. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on est passé de 4 à 3,4. Et vous allez me dire, ben, est-ce que c'est un problème? Ben, en fait, non, c'est plus un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait vraiment qu'on est dans un univers, comme on dit en anglais, de lower for longer. On est dans un univers de taux très bas. On le voit notamment avec toutes les liquidités qui viennent d'être réinjectées. Donc ça, c'était important d'insister sur ce point-là. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà, pour dire que par rapport au discours et par rapport à la reprise finalement de l'activité économique, notamment en France, vous la voyez ici. Donc, avant de commenter les graphiques, je vais juste dire qu'effectivement, on peut réfléchir sur l'activité économique d'un point de vue agrégé. Et puis après, je viens de vous parler de la prime de risque, par exemple, dans ce qui était donné QCA. On peut faire le même exercice via tous les secteurs, via toutes les foncières cotées. On change de benchmark, mais on fait le même exercice intellectuel. Il n'y a pas véritablement de changement. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, on observe à la fois au niveau des marchés boursiers et à la fois au niveau de l'activité économique, une très grande divergence de trajectoire. À savoir que quand j'ai parlé des 60 points de base, par exemple pour une foncière comme Gecina, quand je regarde d'autres finalement foncières dont le patrimoine est différent, où il est localisé différemment sur le territoire français ou à l'étranger, je peux avoir une hausse du taux de cap implicite qui n'est plus de 60 points de base, mais qui est de 120 points de base. Et alors, encore une fois, je vais la faire courte. Quand j'essaie de comprendre le patrimoine, je ramène le patrimoine au niveau de la géographie et notamment de la sphère de l'économie réelle, je remarque qu'il y a une très, très forte corrélation entre les deux. C'est qu'en fait, ce qui se passe au niveau de la prime de risque, notamment de la prime QCA, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des divergences entre 60 points de base et 100 points de base, entre patrimoine localisé, notamment dans les grandes métropoles européennes, et le patrimoine localisé ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait ces deux graphiques et j'ai souligné rebond en Île-de-France et identiquement dans les métropoles. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, on a tous été logés à la même enseigne, on s'est tous arrêtés. Donc ça, c'est métropole et non métropole. À la sortie du confinement, il y a des indicateurs agrégés. J'ai fait exprès de les prendre pour la France, pour d'autres pays européens, et j'ai pris par exemple la consommation d'électricité pour la France dans la globalité. Mais en fait, quand on fait une analyse, parce que les données sont disponibles de manière, j'allais dire, sous-géographique, on s'aperçoit que l'amplitude, par exemple, du rebond de l'activité est très différenciée entre, par exemple, l'Île-de-France et le reste des territoires. Identique au niveau européen, toutes les métropoles ont extrêmement rebondi, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures finalement associées au confinement qui pèsent, de distanciation sociale, des mesures associées au protocole de sécurité, etc., qui viennent peser finalement sur certains types d'activités, dont l'industrie manufacturière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire que dans l'amplitude du rebond, on va avoir une polarisation qui va être beaucoup plus importante finalement par rapport à ce qu'elle était avant crise. Et pourquoi c'est important de le souligner, pourquoi c'est aussi important de faire la référence par rapport au rallye boursier dont j'ai parlé en introduction, c'est que quand on regarde les marchés boursiers, les indices agrégés boursiers, eux, ont bien rebondi. Et quand on regarde la composition, par exemple, du CAC, du Standard & Poor's ou finalement du Dow Jones ou du Nasdaq, on se rend compte que l'appréciation et l'analyse est totalement différente. Il y a effectivement des secteurs qui ont ultra rebondi et en fait, il y a des secteurs qui n'ont pas du tout rebondi. Et en fait, le rallye boursier cache finalement cette fracture qu'on avait déjà observée avant la crise, d'accord, qui devient de plus en plus béante. Et là, forcément, en immobilier, on a retrouvé ça quand on a fait le comparable entre la hausse de 60 points de base qui finalement est très bien apportée dans l'immobilier direct et la hausse de 120 points de base dans certaines, par exemple, foncières cotées qui là aussi
est beaucoup moins bien amortie, quand on la ramène à l'immobilier direct et notamment, par exemple, sur un périmètre sous-géographique qui serait en périphérie. Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer peut-être à la slide suivante. Donc, c'est là l'intérêt du marché coté parce que ça permet d'avoir l'information en temps réel et ça envoie un signal important pour le retranscrire aussi dans la sphère de l'économie réelle. Donc, ce graphique, je ne vais pas trop le commenter, il est intéressant. Il est pour voir finalement la reprise graduelle depuis le 11 mai et il est très informatif aussi pour le risque locatif. Pourquoi? Parce que c'est un graphique où, en gros, on essaie de mesurer finalement la baisse d'activité pendant le confinement, donc c'est ce que vous avez sur l'axe des abscisses, sur la droite horizontale, et on essaie de mesurer finalement la baisse d'activité après le 11 mai, parce qu'il y a quand même une baisse d'activité. On sait qu'il y a une reprise de l'activité, mais que, globalement, on sait qu'a priori, on va être quand même sous capacité nominale de 10 à 15%. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, tout le nuage du point est au-dessus de la première bisectrice, ce qui veut dire que finalement, il y a une reprise de l'activité, d'accord, mais on reste sous activité. On n'est pas passé, par exemple, dans le cadran positif. Et on le voit au niveau de la restauration, par exemple, et de l'hébergement, on est encore finalement à moins 90 par rapport à l'activité standard et moins 90 entre guillemets par rapport au 11 mai. Donc ça, c'est important à souligner. Pourquoi? Parce que finalement, cette reprise de l'activité qu'on observe de manière sectorielle et granulaire, elle va impacter ce qu'on en infère pour le risque locatif aussi à venir, aussi au niveau des locataires. Ça permet finalement d'avoir une nouvelle appréciation du risque de crédit de manière granulaire. Donc, voilà pourquoi c'est important. Donc, je vous ai mis quelques commentaires, mais vous pourrez les lire à tête reposée. Donc, ça, c'est un peu l'idée pour finalement la reprise de Graduel en France. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, qui, elle, va répondre, j'allais dire, au risque locatif de second rang. C'est-à-dire, premièrement, on mesure l'impact du rebond. On voit que finalement, on reste sous une capacité nominale qui est très différenciée selon les secteurs. Et c'est la vérité que pendant le confinement, tout le monde s'est posé la question de l'impact du télétravail sur le bureau et on en a beaucoup discuté avec le Renault. C'est la raison pour laquelle on a présenté un graphique aussi avec quelques commentaires. Donc, je ne vais pas commenter le graphique en tant que tel. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a à la fois la part des personnes qui étaient en télétravail par secteur d'activité, d'accord, et l'activité effective en tant que telle. Et on a différencié par couleur ce qui était du service associé au ménage, où finalement le télétravail n'est pas possible et donc du coup il y a une réduction de l'activité de manière drastique. C'est ce que vous avez dans le rectangle foncé rouge. Et en revanche, il y a tout un pan finalement d'activités qui se sont mis en télétravail et où l'activité finalement n'a pas été de 100%, mais elle n'a pas été tant alternée que cela. Et donc la question qui se pose au niveau agrégé, pas seulement pour la France, on a la même photographie dans d'autres configurations européennes, c'est de savoir quel est l'avenir du bureau. Alors, il y a beaucoup de questions et je vais répondre simplement. L'avenir du bureau, il n'est pas mis à risque, entre guillemets, dans les localisations qui concentrent une forte productivité du travail, c'est-à-dire les cœurs de centre-ville en général, les grandes métropoles, où finalement le bureau n'est pas un bureau de type grande taille, complètement informel, où là, finalement, qu'on travaille de chez soi ou à l'extérieur, c'est pareil. D'accord, ça, c'est important. Le bureau va continuer à bien se tenir et là, c'est là où on pourrait avoir une divergence entre certains marchés périphériques, mais pas tous, et d'autres marchés j'allais dire polarisés en centre-ville, qui vont continuer a priori à bien fonctionner parce qu'ils concentrent une très forte productivité, ça c'est important, et ils offrent finalement des aménités locales que n'offrent pas les autres, à la fois en termes d'environnement extérieur par rapport au bureau, d'environnement écosystème de la ville en tant que telle, et parce qu'en général, ils minimisent les coûts de transport. Donc voilà pour la question. On pourra en discuter de manière plus explicite si vous le souhaitez pendant le Q&A. Mais ce que j'aimerais dire aussi par rapport au bureau, c'est que finalement, on va observer dans le bureau ce qu'on a observé sur le marché du crédit entre ce qu'on appelle les sociétés investment grade, très bonne notation, typiquement le bureau extrêmement bien localisé, et par exemple le compartiment high yield, les entreprises moins bien notées en périphérie avec des modèles un peu obsolètes. On avait observé ça sur le marché du crédit et cette divergence finalement de spread entre les deux, on l'observera probablement en termes de taux de cap, comme ce que j'avais expliqué
en introduction avec les 60 points de base et les 120 points de base sur les foncières cotées, à terme, effectivement, on peut se dire que les bureaux ou la demande qui va être la plus impactée, c'est probablement la demande qui sera dans certaines périphéries et qui sera plutôt associée à des no man's land avec des tours verticales qui manquent un petit peu de sociabilité pour l'individu et d'écosystème d'un point de vue général. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc voilà pour le bureau, on pourra y revenir. Louis Renaud m'a demandé de faire un petit point sur le commerce par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc là, je vais passer un peu rapidement et je renverrai un papier que j'ai écrit par exemple pour l'IUIF qui permet d'expliquer les défis du commerce d'un point de vue structurel. Ce que vous voyez ici via ces deux graphiques, c'est un peu des graphiques homothétiques par rapport à ce qu'on a fait sur la reprise de l'activité. C'est les indicateurs Google, d'accord, depuis février, qui traquent un peu les individus quand ils vont shopper. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une reprise, d'accord, une reprise relativement importante du trafic, notamment vers les destinations shopping. Mais attention, là, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a eu 2 mois de confinement, ce n'est pas 15 jours qui vont faire que tout d'un coup, les gens vont finalement désépargner ce qu'ils ont épargné. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi de manière importante, c'est quand on regarde ce qui s'est passé par rapport au passé, et c'est la raison pour laquelle vous avez un graphique sur la droite, c'est qu'il y a une forte corrélation entre la contraction de l'activité économique et les défaillances d'entreprises. Pour faire court, en 2003, donc c'est une analyse qu'on a faite pour l'IEIF, en 2009, on avait une contraction du PIB qui était de 3%, on a vu un taux de défaillance de 20% dans le commerce. Donc, il y a une corrélation qui est très forte et on voit bien qu'il y a un retournement du sentiment, notamment de tous les commerçants, et qu'a priori, on pourrait s'attendre à une hausse du taux de défaillance. Il faut bien imaginer que tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, c'est justement, comme je l'ai dit ici, pour éviter un taux de défaillance en cascade qui plomberait la reprise d'un rebond. Pendant les 2 mois de confinement, il y a 85% des unités qui ont été fermées en France sur 1 million d'unités, donc 40% qui sont liées à la restauration. On estime, et j'ai fait quelques simulations, qu'il y aurait une perte de chiffre d'affaires de 33 milliards, ce qui n'est pas rien sur les 2 mois de confinement et de 3 mois pour les restaurateurs, et qu'a priori, tout a été mis en place pour justement faire que le choc soit absorbé le mieux possible au niveau de la trésorerie des commerçants, mais aussi au niveau de l'immobilier. Ça, c'est important parce que si les commerces arrivent à absorber finalement le choc, c'est plutôt bon pour nous puisque l'immobilier, on est dans une duration longue, notamment pour les fonds, et qu'a priori, on absorbe le choc. Mais en revanche, ce qui va continuer à s'observer dans le segment du commerce, et c'est ce qu'on avait déjà observé auparavant, c'est en fait la dichotomie entre, encore une fois, les grandes métropoles, les zones de chalandise où il y a un pouvoir d'achat qui va permettre finalement aux magasins de proximité de bien fonctionner, et il y a les autres où là, ça va être beaucoup plus compliqué et on pourrait avoir ce phénomène de désertification, par exemple, de certains centres-villes en périphérie ou dans des villes secondaires. Donc là, je pense qu'il faut être assez clairvoyant par rapport à ça. Et enfin, on va passer à la dernière slide qui va reprendre finalement ce que j'ai dit. Quand, par exemple, c'est le même graphique d'un point de vue du niveau de la consommation et de la demande des ménages pour illustrer mes propos par rapport au commerce, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas eu un rebond en tant que tel. Il y a eu un rebond, effectivement, de la consommation depuis le 11 mai, mais qui était essentiellement initié sur la sphère des biens durables, des achats qui n'avaient pas été faits auparavant et qui finalement, il y a eu un effet de rattrapage. Et je rappelle qu'il y a 60 milliards d'euros d'épargne des ménages qui sont stockés et que l'objectif pour le gouvernement, c'est de tout faire pour que cette épargne forcée revienne nourrir les canaux de transmission de l'économie réelle, pour que le secteur puisse repartir dans les meilleures conditions. Je vais terminer en rappelant les premiers messages que j'ai expliqués en introduction, et c'est la phrase de conclusion, en disant que globalement, à moyen terme pour l'immobilier, j'allais dire, on reste sur ce que nous, on a toujours fait au niveau de Swiss Life, c'est-à-dire sécuriser la performance à long terme en investissant sur des zones à forte productivité, où il y a des forts bassins d'emploi. Parce que de toute façon, ça a déjà été notre message en acquisition depuis quelques années déjà,
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la valorisation ne va pas être le point focal en tant que tel. C'est la prime de risque locative qui va devenir la variable de contrôle, notamment pour les experts. Et c'est tout le discours que j'ai fait entre le fameux high yield et le reste. Et enfin, la diversification de portefeuille telle qu'on l'a pratiquée au niveau de vos fonds, à la fois géographique et à la fois au niveau sectoriel, va permettre de minimiser la volatilité à moyen et long terme. Et encore une fois, comme le dirait Louis Renaud, c'est la juxtaposition de l'approche top-down et bottom-up qui permet de sécuriser le portefeuille et de doper la performance en reprise de cycle. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup.